Bonjour, vous êtes Madame Andrea, la belle-maman de Serge? Oui, bonjour. Oui, moi c'est Marche-Chantal, neurologue. Je voulais venir vous voir en fin d'intervention, comme ça, pour faire un bilan sur votre enfant. Oui. Donc, vous savez que l'année dernière, il a été diagnostiqué dyslexique. Et là, cette année, on détecte un trouble de TDAH. Et là, probablement un trouble de modulation sensorielle. Votre enfant serait hypersensible au niveau du système vestibulaire. Vous savez, il y a 40 % des jeunes qui ont un TDAH qui ont un trouble de modulation sensorielle et 5 % des enfants en général ont un trouble de modulation sensorielle. Donc, mon Serge n'est pas tout seul à avoir ça. Là. Non. Et concrètement, la modulation sensorielle, c'est une habileté à moduler la cognition, les émotions et les comportements pour en faire un but précis et afin de répondre aux attentes de l'environnement aussi. Et selon la théorie de modulation sensorielle, les individus qui ont un déficit d'intégration sensorielle présentent la difficulté à avoir un éveil optimal et peuvent aussi présenter de la difficulté, des déficits moteurs et des caractéristiques comportementales. C'est ça qui explique le comportement de mon Serge. Effectivement. Est-ce que vous aviez des questionnements qui vous invitaient? En fait, la dernière fois, on a parlé ensemble là, du système vestibulaire et de la modulation. Puis j'ai cru bon de me faire une carte conceptuelle pour bien mettre ça en place. Là, je vais vous résumer ça. Vous allez me dire peut-être si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Donc, je vous écoute. Si j'ai bien compris, tout part des récepteurs sensoriels. Ceux-ci sont composés des organes otolithiques et des canaux semi-circulaires. Dans ces organes se trouvent les cellules ciliées vestibulaires. Celles-ci baignent dans l'endolymphe et leur mouvement provoque l'ouverture des canaux de transduction. Il s'ensuit une dépolarisation de la cellule qui déclenche la libération de neurotransmetteurs sur les fibres nerveuses vestibulaires. C'est donc le mouvement des cellules ciliées qui fait comprendre au cerveau que nous sommes en mouvement. Les cils ont une orientation spécifique dans chaque organe vestibulaire. Ainsi, chacun d'eux ne détecte pas le même mouvement. Les canaux semi-circulaires sont sensibles aux mouvements de rotation et aux accélérations angulaires de la tête. L'utricule est sensible aux mouvements antéro-postérieurs du corps, comme quand on se penche vers l'avant, et les déplacements horizontaux du corps, comme avancer et freiner en voiture. La sacule détecte les mouvements médio-latéraux du corps, comme de passer de couché à assis, et les déplacements verticaux du corps, comme quand on est dans l'ascenseur. Toutes ces informations passent par les nerfs afférents, soit la branche vestibulaire du nerf vestibulo-cochléaire et le ganglion vestibulaire pour se rendre au noyau vestibulaire. Le noyau vestibulaire est le centre d'intégration des récepteurs sensoriels vestibulaires, somatosensoriels et visuels. Il entretient des connexions avec le tronc cérébral et le cervelet. Le cervelet, lui, régule des mouvements de planification et d'exécution des séquences motrices. Il est subdivisé en 3 parties et l'une d'entre elles est le vestibulo-cervelet. Celui-ci régule les mouvements qui sont à la base de la posture et de l'équilibre. Le tronc cérébral, tant qu'à lui, maintient l'équilibre du corps et du regard pendant le mouvement. Il maintient aussi la posture et le tonus musculaire. L'information repart ensuite par le nerf efférent vers les motoneurones qui dictent les mouvements de mon Serge. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça? Vous avez assisté à vos cours de neuro, je crois, hein? Oui. Mais là, après avoir tout compris le système vestibulaire, je me demande, il est où le problème dans mon Serge? Donc, je vais aller vous expliquer ça en détail. Il n'y a pas qu'un seul coupable qui peut être identifié dans les problèmes d'intégration sensorielle. Le cerveau est en fait un système dynamique. Chaque partie du cerveau sont interreliées entre elles. Ainsi, si une partie est touchée, cela aura un impact sur plusieurs autres fonctions. Pour le problème d'intégration sensorielle, l'hypothèse est émise que le problème pourrait toucher la dynamique entre le néocortex, le cervelet et le ganglion basal. Allons expliquer en détail le rôle de chacun et leurs influences. Le principal défi de notre système nerveux et de notre corps humain ultra spécialisé et ultra stimulé de toutes parts est de faire des choix dans ce qui doit être interprété et intégré comme stimuli. Ces choix sont faits grâce à l'interaction du néocortex avec le ganglion basal. Le ganglion basal, qui agit comme un système inhibiteur, est la solution aux problèmes de sélection des stimuli qui parviennent jusqu'au cortex. Les stimuli qui sont importants ou non à traiter. Plus précisément,
Le ganglion basal est un système d'alimentation dopaminergique qui sert d'interface entre le cortex et les niveaux inférieurs du système nerveux. L'interaction du cortex avec le ganglion basal est importante pour permettre une perception sensorielle appropriée qui aura un impact sur la réponse qui sera produite. En ce qui concerne le cervelet, il joue de multiples rôles clés dans la modulation et la qualité des fonctions motrices et non motrices et dans l'acquisition d'informations sensorielles, ce qui lui permet entre autres de réguler le rythme, la force et la fréquence d'une sensation et du comportement qui en résulte. En effet, le cervelet est au courant de tout ce qui se passe comme arrivée sensorielle dans le cortex. Surtout, le cervelet sait ce que le cortex veut faire. Ainsi, il peut copier le contenu des informations se trouvant dans la mémoire de travail, ce qui lui permet de construire des modèles de prérequis aux diverses activités. C'est un vrai programme sensorimoteur basé sur un modèle forward and feed-forward. Ces modèles d'anticipation et de prédiction sont essentiels pour la réponse à des stimuli d'une manière rapide et efficace, ce que nous ne pourrions pas faire si nous étions toujours en attente et en réaction à ces stimuli. La capacité à anticiper une réponse adaptée est donc essentielle. Bref, l'interaction du ganglion basal et du cervelet a définitivement un impact dans la compréhension que nous avons des symptômes et des problèmes de modulation sensorielle. Le ganglion basal inhibe ou stoppe certains comportements et est donc impliqué dans la perception et la sélection des informations à intégrer. Les efférences du cervelet, quant à elles, vers le cortex cérébral via le thalamus, influencent les comportements sensorimoteurs, ce qui peut entraîner une réponse excessive ou diminuer un stimulus. En effet, les cellules de Purkinje, qui ont un output sur les noyaux profonds du cervelet, peuvent entraîner soit une excitation ou une inhibition excessive du message neuronal transmis au cortex. Maintenant, nous sommes des experts en la matière. On va aller voir concrètement comment ça se manifeste chez votre garçon et quels sont les impacts fonctionnels de ce trouble. Il existe 3 tableaux cliniques possibles pour le trouble de la régulation sensorielle. Le premier est le type hyposensible. Celui-ci présente un seuil de réactivité trop haut, une absence de réaction aux stimuli ou une non-détection, par exemple de la température ou de la douleur. Les manifestations motrices peuvent être une pauvre exploration et des activités motrices répétitives, une pauvre planification et une maladresse motrice causée par un pauvre schéma corporel. Les manifestations comportementales sont que l'enfant peut être apathique et passif, retiré, inattentif, souvent fatigué, lent à faire ses tâches et avoir un répertoire de jeux limité. Le deuxième type est l'hypersensible. Il présente un seuil de réactivité sensorielle trop bas, démontre une réponse plus rapide, plus prolongée et plus intense aux stimuli sensoriels. Dans ce cas, les problématiques motrices peuvent inclure des problèmes posturaux et de tonus, des difficultés de motricité fine, des difficultés de planification motrice ou des jeux sensorimoteurs limités. Il existe 2 tableaux cliniques différents pour le type hypersensible. Pour le groupe A, craintif et prudent, les manifestations comportementales sont l'irritabilité, une pauvre exploration de l'environnement, des difficultés attentionnelles, une hypervigilance. L'enfant sera résistant au changement et peut être agressif ou impulsif en cas de surstimulation. Pour ce qui est du groupe B, négatif et opposant, les manifestations comportementales sont l'opposition, les comportements compulsifs et perfectionnistes, les comportements contrôlants et provocateurs, et un évitement des sensations et des expériences nouvelles. Le troisième type est la recherche de sensations. Il s'agit d'un désir insatiable de stimulation intense, comme par exemple la nourriture épicée, les environnements bruyants ou l'automutilation. Les manifestations comportementales peuvent être une difficulté à rester assis, une difficulté à attendre son tour, être intense, exigeant, difficile à calmer, constamment en mouvement, impulsif, négligent et preneur de risques. Les manifestations motrices dans ce cas sont un besoin d'exutoire moteur, une impulsivité diffuse et l'enfant sera plus enclin aux accidents. Il y a plusieurs impacts fonctionnels liés aux troubles de la régulation sensorielle.
Pour les AVQ et les AVD, les difficultés sont davantage reliées aux habiletés motrices fines. L'enfant peut avoir également des troubles de sommeil, des difficultés d'apprentissage, une attention diminuée et une participation diminuée dans les activités de l'école et les activités de loisirs. Si un enfant présente un trouble sensoriel, alors l'intervenant doit d'abord faciliter une réponse adaptative appropriée aux stimuli sensoriels. En fournissant à l'enfant des opportunités pour qu'il ait des réponses sensorielles appropriées, alors l'enfant sera plus en mesure de généraliser ses réponses adaptatives dans l'ensemble de ses activités. La famille de l'enfant, les personnes significatives et les enseignants doivent comprendre l'importance de la modulation sensorielle. Alors, ils seront plus en mesure de structurer les activités et les routines pour supporter un niveau d'éveil optimal. Finalement, si le thérapeute supporte l'engagement de l'enfant dans ses activités de jeu qui encouragent la modulation des sensations, alors l'enfant sera en mesure de développer ses habiletés pour autoréguler ses réponses sensorielles.